Bienvenue pour un nouvel épisode de Pixis, le podcast. Aujourd'hui, autour de la table, nous sommes plusieurs et une personne à distance. Alors, je vais commencer par présenter notre invité, c'est Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Michel, ça va bien? Ça va très bien. Tu nous appelles depuis le Canada, si je ne me trompe. Eh oui, de la banlieue de Montréal. Ici, en Belgique, nous avons Norman. Bonjour. Pierre-Emmanuel. Bonjour. Qui sont tous les deux cofondateurs de Pixis, comme tout le monde le sait. Et puis Éric Decosso, spécialiste du jeu et de l'agilité aussi. Bonjour. Stéphane, tu as utilisé une expression « on va jaser ». Je te propose de commencer par une introduction sur qui tu es. J'ai une question classique pour ça. De ton rêve d'adolescent à ce jour, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es aligné? Eh mon Dieu, mon rêve d'adolescent. Quand j'étais adolescent, je faisais beaucoup de développement logiciel. Donc j'étais le geek technique qui faisait de la programmation et tout. J'aurais envie de dire qu'il y a un grand désalignement entre les deux, mais en même temps, j'ai atterri où j'ai besoin d'atterrir. À travers ma carrière, j'ai fait 18 ans en informatique. J'ai fait à peu près tout ce qui est possible de faire en développement logiciel. J'ai fait de l'architecture, du développement, des tests, de l'analyse, du design d'interface utilisateur. J'ai vraiment fait le tour de la gestion de projet, de la gestion d'équipe. Mais à un moment donné, ce qui m'est arrivé, c'est que j'aimais pas être sur la roue de hamster technique, où il fallait tout le temps apprendre la prochaine techno et la prochaine techno et la prochaine techno. À un moment donné, j'ai décidé de changer un peu mon orientation professionnelle. Puis là, j'ai commencé à prendre plus des rôles où je coordonnais des équipes, où j'aidais des équipes à se comprendre entre eux. Et puis tranquillement, c'est ça qui m'a mené vers du coaching. Voilà, une belle introduction. Alors, j'aime bien l'image du petit hamster dans la tête. Il y a un philosophe qui utilise ça dans les universités pour faire prendre conscience aux gens que leur cerveau tourne malgré eux, parfois et contre eux-mêmes. Alors, je vais donner la parole à Pierre-Emmanuel qui voulait intervenir. Tu disais que nos auditeurs ne connaissaient pas Stéphane, mais Stéphane est déjà venu à plusieurs reprises en Belgique pour donner des formations, mais aussi pour la Journée Agile. Il a donné une keynote à la Journée Agile 2022. Donc voilà, pas mal de personnes ont déjà eu l'occasion de rencontrer Stéphane, qui nous parlait à l'époque de leadership déjà. Tu m'as parlé de deux choses dans l'invitation, donc je te laisse peut-être présenter les topics. Oui, les deux sujets que je discute beaucoup quand je fais des conférences ou quand je fais des présentations. Le premier, c'est le leadership co-créatif. Donc pour moi, le leadership co-créatif, c'est comment peux-tu être un leader en entreprise sans devoir être à l'avant tout le temps. Parce que souvent, on a une mauvaise conception du leadership où les personnes qui sont en gestion, les personnes qui dirigent l'entreprise doivent connaître tous les problèmes et doivent connaître toutes les solutions aussi. La réalité, souvent, c'est que les gens sur le terrain connaissent les problèmes, connaissent des solutions eux aussi, mais en tant que dirigeant, en tant que gestionnaire, en tant que manager, j'essaie de couvrir toutes mes bases parce que je sais qu'on a un vocabulaire un peu différent entre chez nous et chez vous, les personnes qui dirigent les équipes, que ces personnes-là soient en mesure de demander aux gens sur le terrain pour augmenter leur engagement, pour augmenter leur intérêt à jouer avec eux. L'autre sujet fort que j'ai, c'est la dette conversationnelle. La dette conversationnelle, ça représente tous les sujets qu'on ne parle pas en entreprise ou même dans notre vie, mais qu'on devrait vraiment parler. Donc, aussi simple que quelqu'un qui se présente tout le temps 5 minutes en retard au daily, à chaque matin, que ça fâche l'équipe, que ça choque les gens, mais qu'il y a personne qui dise rien, parce que tout le monde attend que le manager dise quelque chose. Ça, c'est un bon exemple simple de dette conversationnelle. Est-ce que tu inclus aussi les tabous? Ce que j'ai connu en entreprise en mode classique, sans mode agile, c'est des entreprises où certains managers tirent le résultat de son équipe, le met en avant pour se mettre en avant auprès de la hiérarchie, pour évoluer. C'est un des sujets tabous dont on ne parle pas en équipe. Est-ce qu'on peut illustrer ça aussi comme sujet de dette conversationnelle? Ça peut être un sujet, surtout si ça a des impacts. Si ça démotive l'équipe, et puis que là, les gens veulent plus prendre d'initiative parce qu'ils n'auront pas de crédit, oui, ça devient facilement un sujet de dette conversationnelle. Tu as identifié d'autres tabous qui t'ont amené à identifier un besoin dans cette approche de ton côté? Moi, ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui assument des choses, qui assument des mauvaises intentions auprès de leurs collègues, mais qui ont de la difficulté à avoir de la conversation sur le sujet qui les dérange. Donc, ça, ce que ça crée, c'est que ça crée des incompréhensions entre les gens. Et puis, vu qu'on a ces incompréhensions-là, dès que Pierre-Emmanuel dit quelque chose, moi, je vais rouler des yeux, puis je vais être choqué, parce que là, Pierre-Emmanuel a parlé, mais ça a peut-être tout plein de sens. Mais c'est toutes les histoires que moi, je me raconte.
Non, ce sont vraiment des choses que je pense, Stéphane. J'en doute pas, il y a beaucoup de non-dits entre nous. Tellement pas vrai. Mais blague à part, pour réagir là-dessus, pour moi, un sujet vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est de dette conversationnelle, mais en tout cas, je vais reprendre le mot de tabou dont Michel parlait. C'est tout le côté des émotions, qui sont des éléments très fortement laissés de côté en entreprise, parce qu'on ne doit pas s'exposer, parler des émotions, se mettre à nu, quelle que soit la formulation qu'on prenne. Il y a vraiment tout un pan de discussion qui est rarement abordé et qu'on essaie généralement de remettre à l'ordre du jour, entre autres dans les rétrospectives quand on en anime auprès des équipes. J'ai entendu récemment un ami à moi qui est à Liège, qui s'appelle Lucas Béguin, qui disait dans une interview podcast qu'il comprend pas qu'on continue en 2023 de dire aux gens il faut séparer la vie privée de la vie professionnelle. Parce que son discours est de dire, et il a raison je trouve, on est un être unique, une entité unique, et pourquoi est-ce qu'on devrait se séparer en deux et ne plus être authentique une fois en société? Alors, on ne demande pas de raconter notre vie intime aux collègues, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire absolument ce split entre vie privée et vie professionnelle? Et est-ce que c'est pas ça, Pierre-Emmanuel, qui mène à la situation où finalement, les émotions, elles n'ont pas de place en entreprise, ou elles n'avaient pas de place? Vos points sont excellents parce que par rapport aux émotions, beaucoup de clients avec qui je travaille, quand je leur parle de s'exprimer, ils vont me dire « Ah, mais c'est trop soft. On rentre dans le mou. » C'est ça l'expression québécoise. Là, on rentre dans le mou, là. Et puis, ils veulent pas rentrer dans le mou, mais c'est plus que ils réalisent pas à quel point qu'on a juste besoin de normaliser ça. Parce que une fois que les gens commencent, puis que les gens voient, tu sais, tout ça, c'est relié à nos peurs. C'est relié beaucoup à nos peurs de comment ça va être reçu. Est-ce que mon manager va bien recevoir que je pleure devant? Puis là, ça peut être, tu sais, mon manager de première ligne, mais ça peut être le patron de mon patron aussi, ou le grand patron de l'entreprise. Comment est-ce que cette personne-là va recevoir mes émotions? Comment est-ce que cette personne-là exprime ses émotions? Ça commence vraiment par ce qui se passe avec les dirigeants qui fait que c'est correct ou non en entreprise de parler d'émotions. Des fois, j'ai une réputation qui me fait rire auprès de certains clients. Je me rappelle, il y a un client il y a quelques années que j'avais animé un lac à l'épaule. Une sortie de l'équipe de gestion pendant quelques jours à l'extérieur du bureau pour avoir des moments de réflexion. Puis, je pense qu'à l'intérieur de la première demi-heure, j'ai créé un espace où tout le monde pleurait parce qu'ils se partageaient des choses très personnelles. Puis, quelques années après, j'avais quelqu'un qui est venu me voir, qui était nouveau dans cette entreprise-là. Quand il m'a rencontré, il m'a dit « Ah, c'est toi qui as fait pleurer des associés. » Oui, je les ai fouettés, je les ai forcés à pleurer. Il n'y avait pas le choix. C'est pas ça que j'ai fait, non. Tu es au Canada, tu interviens dans le monde entier, j'imagine, puisque tu es déjà venu en Belgique. Est-ce que tu constates des différences culturelles qui ont un impact dans ton approche et dans tes constats? Les différences culturelles se retrouvent même d'entreprise en entreprise. Des fois, le pays a rien à voir avec ça. Ça revient à ce que je disais tantôt. C'est vraiment au niveau des dirigeants. Comment est-ce que les dirigeants rendent ces choses-là possibles, rendent ces choses-là correctes? Sinon, c'est sûr que quand je travaillais chez IBM, j'ai travaillé avec des gens qui étaient en Inde, j'ai travaillé avec des gens qui étaient en Chine, je travaillais avec des gens qui étaient un peu partout dans le monde. Puis souvent, ce que je remarquais, c'est que mes collègues américains disaient « Ah, des gens en Inde sont vraiment pas productifs, sont vraiment pas bons dans ce qu'ils font. » Mais souvent, la grosse différence, quand moi je commençais à travailler avec eux, c'est juste que je communiquais plus avec eux. Puis je prenais le temps d'écouter ce qu'ils avaient à dire de leur côté. Donc, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. La dette conversationnelle part des fois de nos jugements à nous, notre impatience à nous, nos mauvaises croyances. J'entends que tu parles de différences culturelles. Moi, je la vois, alors pas forcément dans le chapitre dans lequel on est sur la dette conversationnelle, mais par exemple, allez, ce matin, on a une réunion où il y a 24 personnes dedans. C'est une réunion où il y a essentiellement des coachs agiles, des scrum masters. Par habitude, en gros, on fait le check-in. Tu vois, c'est venir avec un mot, une humeur, voilà, comment tu viens dans la réunion. Mais forcément, à 24, même si tu ne dis que quelques mots, ça prend vite quelques minutes. Et on a des collègues allemands qui ont commencé à dire « Ouais, mais les gars, on commence à prendre trop de temps pour arriver dans la réunion. Est-ce qu'on peut pas rendre ça plus efficace ?» Et c'est marrant parce que, voilà, on a des Sud-Américains, on a des Allemands, des Belges, des Français. Et je veux dire, je sais pas si c'est la culture ou le pays, mais on a vraiment des points de vue différents sur ce sujet. Donc, en effet, on n'a qu'une heure à 24 à passer ensemble. Donc, si tout le monde veut prendre la parole, déjà, on n'a que, en moyenne, 2 minutes 30. Mais si en plus, on doit expliquer comment on arrive, avec quelle humeur on arrive, avec quelle couleur, ça commence à prendre beaucoup de place dans cet espace. Voilà. Pour ce que tu dis, Norman, tu sais, des fois, on a besoin de... Ça prend plus de temps au début. Ça prend plus de temps les premières fois, les premiers mois.
le temps que les gens disent comme ce qu'ils ont à dire, puis que ça se normalise. Puis après ça prend un rythme. Mais c'est sûr que, tu sais, ce que tu mentionnes, à propos des gens qui disaient, est-ce qu'on peut rendre ça plus efficace? Les choses qu'on fait au nom de l'efficacité, des fois, c'est pas très efficace. Ouais, je comprends. Ici, pour moi, c'est une équipe qui se rencontre quand même toutes les semaines, régulièrement. C'est sûr que depuis 1 an, il y a eu beaucoup de changements, mais là, je pense qu'on arrive justement à une zone, un palier, où la question était bien posée, je trouve, au bon moment. Est-ce qu'on garde tous ces rituels? Parce qu'au final, on se voit souvent même en dehors de cette réunion. Et voilà. Moi, j'ai envie de demander à Eric, pour qu'il puisse partager aussi avec Stéphane sa vision en tant que passionné des jeux. Hein. Quand tu fais une session Suis-je un équipier idéal, il y a des choses qui ressortent, tu observes des choses. Est-ce que cette dette conversationnelle dont parle Stéphane, c'est pas la première chose qui ressort de tous ces exercices que tu fais dans le jeu? Ce que j'observe dans ces ateliers, il y a notamment un atelier où on joue avec un jeu qui dure 2 minutes, mais on y joue plusieurs fois et on débriefe et j'oriente le débrief de manière différente à chaque fois. Et notamment, il y a un moment où je demande aux gens de parler à la première personne du singulier. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant que vous jouiez? Et en général, pour la plupart des participants, c'est compliqué. Les gens ne savent pas trop quoi dire. Donc, ils vont dire un truc du genre je trouve que nous nous sommes bien organisés, mais c'est pas ce que tu as ressenti, ça. Ils n'arrivent pas à rester dans le qui je suis moi, et on reste sur le nous, sur le on. Et donc, je sais pas si le contraire de rentrer dans le mou, c'est rester dans le dur, mais ça sonne un peu comme ça. Et puis, il y a le côté on se comprend pas parce qu'on arrive avec nos cultures. Donc, il y a un jeu collaboratif, plusieurs groupes jouent en même temps, et je prépare un tableau pour que les gens puissent noter leur score. Et il y a régulièrement des gens qui disent « Ouais, j'ai pas aimé le coup de la mise en compétition. » J'ai jamais parlé de compétition à un moment donné. J'ai juste fourni un outil pour que chaque équipe puisse vérifier si elle a progressé. Mais il n'y a rien à faire. Là, par contre, le jeu, il ressort bien fort. C'est je dois me comparer aux autres pour savoir quelle est ma valeur. Est-ce que toi, dans ton approche avec les entreprises, tu apportes du jeu en entreprise? Est-ce que c'est un outil que tu utilises? Et si pas, quelles sont tes boîtes à outils? Moi, des fois, je trouve que quand on fait des jeux avec des équipes, des fois, je trouve que on fait des jeux, mais il n'y a pas une bonne qualité dans le débrief du jeu. Donc, comment est-ce qu'on parle de ce qu'on a appris dans le jeu, puis ce qu'on a vécu dans le jeu. Puis, des fois, j'ai l'impression qu'on fait des jeux pour faire des jeux. Dans mon approche, ce que j'aime faire, moi, c'est lancer des équipes dans un mode où on se pratique. Donc, des fois, je regarde la semaine dernière, par exemple, j'étais dans un atelier avec une équipe de direction. Et puis, le but de l'exercice, c'est qu'ils se donnent du feedback entre eux. Puis, la finalité de la chose, c'est que le feedback se donnait de 2 façons. La première phrase qu'on utilisait pour le feedback, c'était « Le grand cadeau que tu apportes à l'équipe, c'est… » Et puis, la deuxième phrase pour donner du feedback, c'était « Ce que j'aimerais voir de plus de toi, ce que j'aimerais voir plus de toi, c'est… » Et puis, les gens doivent juste compléter la phrase. On parle pas pendant 5 minutes, là. C'est, tu complètes la phrase. Fait qu'on veut faire ça quand même à un bon rythme. Et puis, des fois, ce que j'explique aux gens quand on fait cet exercice-là, c'est que les gens, ils entendent, par exemple, j'aimerais que tu sois plus concis, Stéphane, quand tu parles. Et puis, là, Stéphane va dire, ah, ben, OK, dès demain, je vais être concis. OK, mais ça fait 10 ans, 15 ans que t'es pas concis. Tu penses-tu vraiment que ça va changer demain? Est-ce que tu peux être aussi imparfait que tu veux? Et puis, ça va être notre travail à nous de t'aider. Puis dire, Stéphane, peux-tu rendre ça plus concis, là? Donc, moi, j'aime créer de l'expérientiel avec les gens. Ben, ce que tu viens de décrire ressemble à un jeu, hein. Pardonne-moi de le dire. Et en plus, ce que je trouve marrant, c'est que dans ce que tu dis sur ta vision du jeu, c'est ce qu'on entend de plus en plus. Parfois, il se fait une mauvaise presse parce que des entreprises où on a fait du jeu pour du jeu. Et c'est là où la différence se fait avec nous, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce qu'Eric fait. C'est quand il y a une passion derrière, ce débriefing, il vient. Et là, je vais laisser Eric rebondir s'il le souhaite. Mais je pense que le débriefing, dans ce cas-là présent, il est souvent riche et il peut être amené. Alors, oui, si on enlève le plateau, les pions et les dés, ce que tu dis, en fait, pour moi, était un jeu. Ben, tu vois, pour moi, ça l'est un petit peu moins parce que je veux vraiment que, malgré que, quand j'y pense, de la façon que je le présente des fois, j'étais dans une formation il y a quelques semaines, puis j'ai eu un moment difficile avec un des participants. Et puis, le participant dérangeait la formation. Et puis, il a fallu que je redresse la situation par moi-même à un moment donné. Puis, pour redresser la situation, j'ai demandé à la personne,
partie, elle voulait que je lui donne du feedback vraiment sur pourquoi je réagissais, de la façon que je réagissais avec cette personne-là. Puis la personne a essayé d'éviter. Puis là, je suis revenu, puis j'ai dit, non, tu peux pas me blâmer de quelque chose, puis après ça, refuser d'écouter mon côté de l'histoire, puis mon côté de l'explication. Ça, c'est trop facile. Fait que, est-ce que tu veux jouer, puis que je te dise la vraie chose? Fait que moi, j'utilise la notion de jouer comme je vais te mettre inconfortable. Puis, quand j'utilise la notion de jouer avec des clients, c'est comme ils savent que la question qui vient après risque de pas être super confortable pour eux, mais là, ils acceptent de l'avoir ou pas. Fait que s'ils me disent non, j'ai pas le goût de jouer, on le fait pas. Mais pour moi, c'est comme ça que je vois la notion de jouer avec les gens, de jouer avec des clients. J'avais un client, j'ai un exemple qui me vient en tête de comment je joue avec les gens. J'avais un dirigeant qui avait l'habitude que je lui donne du feedback si ça allait pas bien à la fin d'une rencontre, qu'on ait une conversation ensemble. Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il dépendait de mon feedback. Puis que cette personne-là était plus âgée que moi, cette personne aurait dû se prendre en main, mais la personne ne le faisait pas. Donc, ce que j'ai fini par faire avec la personne, c'est que j'ai arrêté discrètement de donner le même niveau de feedback. Puis à un moment donné, la personne s'est enfargée. J'entendais du feedback de ses collègues qui disaient « Faut vraiment que tu ailles parler à Michel parce que Michel, il est pas correct de ce temps-ci. » Puis j'ai laissé ça comme exploser dans une rencontre. Puis à la fin de la rencontre, je vais voir le dirigeant. Je dis « Hey, Michel, comment ça se passe pour toi dernièrement, la rencontre? T'sais, comment tu as vu ça aujourd'hui? » Puis là, Michel a commencé à m'expliquer un peu comment il avait vécu des choses. Et puis, ce que j'ai fini par dire à Michel, c'est, est-ce que tu penses que peut-être que j'ai réalisé que peut-être que tu dépendais de moi trop pour le feedback, puis peut-être que j'ai consciemment arrêté de t'en donner pour voir si t'allais être un grand, puis le faire par toi-même. Puis le dirigeant m'a regardé, il est parti à rire, puis il était choqué. Puis là, il a dit, OK, c'est vrai, tu sais, je devrais savoir mieux. Oui, je vais commencer à me prendre en... Mais il a fallu passer par la leçon. En fait, on est dans ce que j'écoute, on est toujours dans ce fameux canal émetteur-récepteur, canal de communication. Et quand on communique quelque chose et quand on a cette dette conversationnelle, il faut ne pas oublier de ne pas prendre qu'une position. Il ne faut pas regarder que l'émetteur, c'est-à-dire soi. Il faut aussi se tracasser de comment est-ce que le récepteur va recevoir cette dette qui est tout d'un coup lavée, si je peux l'expliquer comme ça. Et comment il va gérer l'émotion que ça crée. J'ai lu justement un truc intéressant ce matin, c'est Paul-Georges Crismer, que je salue au passage, qui partage sur LinkedIn. Et je pense que c'était en lien avec le feedback qu'il a reçu à la journée agile, qui dit en gros, le feedback, toi qui le reçois, il ne t'appartient pas en fait. C'est l'histoire que la personne se raconte. Et il mettait l'exemple, donc il est parti à la journée agile, il y avait 2 feedbacks complètement contradictoires. C'était « tu n'as fait que parler pendant 50 minutes » et le deuxième c'était « ah, j'ai adoré les exercices ». Donc, tu vois, en fait, le feedback, il appartient à celui qui l'émet. C'est son histoire, en fait. C'est comment il a vécu le moment, lui. Oui. Tu vois? C'est sur tes préférences personnelles aussi. Oui. Je pense que si on reprend les feedbacks de toutes les sessions de la journée agile, pour ne donner que cet exemple-là, on avait 400 personnes, on va avoir 2 ou 3 tendances. Il y en a qui vont avoir adoré et d'autres qui, bof, voilà. Pour certaines sessions, il y a forcément des clients et il y en a qui pensent s'être trompés de session, quoi. Donc, J'ai envie de vous demander, messieurs, juste pour rendre ça concret, ce que je dis, puis voir comment vous le comprenez de votre côté, avec les équipes avec lesquelles vous travaillez, c'est quoi les 2 ou 3 sujets qui semblent être des points qui reviennent comme dette conversationnelle? Voulez-vous jouer? J'ai oublié de demander avant. on te fait que ça, en fait. On te fait que jouer. En fait, le jeu, c'est une mise en situation. C'est aussi simple que ça, tu le fais verbalement. Mais revenons à ta question. Il y a un truc que j'observe régulièrement, c'est ce qu'on peut voir globalement, le management demande l'avis des équipes, et puis l'équipe donne son avis et a la sensation qu'en fait, on leur demande leur avis pour leur faire plaisir, mais que tout est déjà décidé à l'avance. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que chacun des 2 côtés croit avoir raison, quoi. Donc le management n'écoute pas, et de l'autre côté, le manager, il dit « mais j'ai l'impression qu'ils ne m'ont pas vraiment donné un avis, ils ont essayé de me donner une réponse attendue ». Et donc on se demande à quoi ce dialogue peut servir, mais on est plus en mode « pourquoi on se pose cette question ?» et un petit manque de confiance qui est là, et on ne parle pas vrai. On rentre pas dans le mou, je sais pas ce qu'il faut dire, on va pas sur son ressenti, mais... Si je peux ajouter à ça, Michel et moi, il n'y a pas longtemps, on était à une conférence sur l'actionnariat des travailleurs. Donc, c'est des sociétés qui ouvrent l'actionnariat à ces travailleurs.
Je retiens la phrase de Laurent Provost qui dit « Une société n'est pas une démocratie ». C'est pas non plus une dictature, mais c'est pas une pure démocratie. Pour moi, si je reprends à l'échelle de délégation management 3.0, c'est pas parce que je t'écoute que je vais faire ce que tu m'as dit. C'est oui, je t'écoute, j'en tiens compte, mais je n'ai pas que ton avis à écouter. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans la stratégie de l'entreprise, peut-être que je dois les expliquer plus. Et puis bon, il y a aussi des incompatibilités. Pour moi, il y a peut-être des gens qui ne sont plus à leur place, et donc forcément, ils vont dire « Ouais, la boîte ne va pas dans le sens que je pense, et j'ai dit ce que j'avais à dire au manager, et ils n'ont rien fait avec. » Ben, peut-être que si, en fait. Mais c'est ce que je pointais tantôt, je vais peut-être mal formuler quand j'expliquais qu'en fait, il faut savoir tenir compte de comment est perçu, le récepteur voit les choses. Parce que manifestement, toi, tu es dans ta raison et je corrobore tout à fait ton raisonnement, mais je corrobore aussi le raisonnement d'avoir la personne qui se dit « s'il n'y a rien qui suit, c'est que ça ne compte pas tant que ça à mon avis. » Donc en fait, il suffisait simplement dans ce cas-là de dire à la personne « Tu sais, ton avis compte. » Simplement le formuler fait la différence. Et puis quand on dit que l'avis compte, après on dit « Mais… » il y a ce contexte qui rentre en jeu que je ne vais pas t'expliquer, et donc la résultante est... Et parfois, c'est juste cette phrase-là qui manque, je pense. Ouais, pour moi, ce qui est intéressant dans ce que vous échangez tous les deux, c'est que finalement, la dette à ce niveau-là, tu parlais de niveau de délégation, la dette, c'était finalement de ne pas expliciter quel était le niveau de délégation qui était attendu entre les managers et les employés dans ton exemple. Et donc, du coup, une frustration du côté des employés de se dire « mais je ne suis pas écouté, je suis pas... Voilà, on ne prend pas en compte ce que j'ai dit ». On est peut-être juste dans un niveau de délégation où je prends les avis, je collecte, mais voilà, je vais me baser sur d'autres choses pour décider. Je pense que le message doit simplement être clair dès le départ. Quelle est l'intention? Et moi, j'aime beaucoup le concept d'intention. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, mais pour moi, on peut corriger beaucoup de choses si chacun précise son intention. Mais je veux rester sur le sujet qu'Éric apportait. Parce que là, on tourne autour du pot un peu, mais la vraie dette conversationnelle à ce niveau-là, c'est de pas parler à l'équipe de direction et de dire à l'équipe de direction, voici comment on se sent par rapport à ça. C'est ça le vrai morceau de dette qui fait qu'à la prochaine rencontre, les gens vont déconnecter. On peut dire ce que l'équipe de gestion pourrait faire mieux, oui, mais en premier lieu, c'est est-ce qu'il y a eu la conversation entre quelques personnes du terrain et quelques personnes de l'équipe de direction pour au moins mettre ça clair. Je sais pas si vous remarquez, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que pendant la rencontre, les gens amenaient des idées et puis, dans le fond, vous ameniez les votes par-dessus. Vous sembliez pas vraiment nous écouter. Fait que c'est pas tout le temps clair pour nous pourquoi vous voulez avoir cette conversation-là. D'avoir cette discussion-là avec l'équipe de gestion, c'est ça qui va faire la différence. Puis peut-être qu'au final, les membres de l'équipe de direction vont dire on s'en fout. Ils vont créer ce qu'ils vont créer. Mais c'est important d'avoir la conversation autour de voici ce que ça génère. Je vais reprendre tes mots. Est-ce que c'était votre intention qu'on vive la rencontre comme ça? Puis, pour bâtir un peu sur ce que Norman disait, c'est sûr qu'une compagnie, c'est pas une démocratie. Il y a des choses qui appartiennent à certaines personnes de décider, puis il faut avoir l'honnêteté de l'assumer. De dire, OK, oui, c'est vraiment moi, j'ai besoin d'assumer ça. C'est peut-être pas la meilleure décision. J'entends ton point de vue, Michel, j'entends ton point de vue, Pierre-Emmanuel, mais c'est ça qu'on a besoin de faire pour l'entreprise dans le moment. Est-ce que finalement, cette discussion, c'est pas quelque part l'ego de chaque personne qui est un peu touché? Quand quelqu'un dit « ouais, mais j'ai l'impression qu'on m'écoute pas », la seule problématique, en fait, c'est que c'est son ego n'est pas écouté. Alors, moi, j'aurais rebondir sur ce que tu disais. Pour partager, moi, un exemple de dette ou de sujet qui n'est pas abordé, je suis souvent en lien avec des équipes techniques. Et ce que je remarque, c'est que ce qui est rarement exprimé, c'est là je ne comprends pas. C'est la non-compréhension de ce qu'on demande du point de vue technique, du point de vue métier, du point de vue organisationnel, peu importe. Et j'ai l'impression, pour aller dans le sens de Michel, qu'il y a effectivement un côté d'ego qui joue derrière, si c'est pas du désengagement dans certains cas, mais d'ego de se dire, par mon poste ou par mon expérience, je devrais comprendre et je devrais savoir. Et donc, être capable d'exprimer que ce n'est pas le cas, pour beaucoup de personnes, c'est effectivement très compliqué. Tu as mis dans la même phrase désengagement avec ego. Et je crois effectivement que quand les gens, leur ego est touché, le premier symptôme qui se manifeste, c'est une forme de désengagement. C'est juste? Oui, ça fait du sens. Ça fait du sens parce que les gens savent pas toujours comment réagir à ça. Ça dépend du sens d'importance qu'on se donne aussi. Mais pour bâtir un peu sur ce que Pierre-Emmanuel disait, des fois, le fait de pas être capable de dire « je comprends pas », je ne sais pas. Tu sais, il y a deux genres d'ego. Il y a des gens qui ont vraiment un gros ego,
puis que eux, on peut pas leur dire qu'ils font des erreurs, puis ils admettront jamais leurs erreurs. Ça, juste gérer ces personnes-là, c'est de la dette conversationnelle en soi. Mais au niveau de l'humain, tu sais, de dire « je ne sais pas », là, faut se demander est-ce que je me sens en sécurité dans l'équipe? Est-ce que je me sens assez sécure pour le dire sans avoir peur de jugement? Alors moi, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu au-dessus des constats, parce que là, on est un peu dans un tableau qui dresse un peu les constats que chacun fait en entreprise. Quelles sont les solutions que toi, tu proposes? On va partir du positif. Moi, ce que je propose souvent, c'est que les équipes choisissent d'être une équipe. Ça fait drôle à dire, hein, mais je connais des équipes de coachs qui vont se juger entre eux, qui vont être durs les uns envers les autres. Mais la première chose, si on veut commencer à adresser la dette conversationnelle, c'est qu'il faut qu'on choisisse d'être une équipe. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse le choix d'être patient. Il faut qu'on fasse le choix de prendre plus de temps de s'écouter. Il faut qu'on fasse plus souvent le choix d'essayer d'avoir une conversation qu'on n'a jamais eue avant, puis d'essayer d'avoir d'une façon qui est saine, puis qu'on fasse l'effort conscient de le faire, puis qu'on s'entraide dans ça. Ça, c'est la première chose que je fais avec des équipes. Donc, avec ça, des fois, ça va prendre ce que j'appelle une entente de collaboration, que certaines personnes vont peut-être appeler des règles d'équipe. Comment est-ce qu'on s'attend à travailler ensemble? C'est quoi nos règles du jeu quand on travaille ensemble? L'autre chose que je vais discuter avec les équipes aussi, c'est une fondation sur comment voulons-nous agir ensemble? C'est quoi les règles du jeu quand on parle de conflit ensemble, quand on vit une situation de conflit ensemble? Qu'est-ce qui est acceptable comme comportement? Qu'est-ce qui est pas acceptable comme comportement? Puis qu'on se crée un petit peu une fondation pour être capable de se ramener sur cette fondation-là. La deuxième chose que je suggère à des équipes, c'est de pratiquer ensemble, puis de pratiquer sur des petits sujets banals. Donc, le fait que la personne n'arrive jamais à l'heure au daily le matin, c'est pas un sujet de vie ou de mort. On peut peut-être essayer d'en parler un matin. Ça prend une ou deux personnes dans l'équipe qui ont le courage d'amener le sujet et puis après ça, de tenir l'espace pour que ça reste sécuritaire puis pour que les gens puissent vraiment s'exprimer. Donc, il faut essayer de normaliser de parler de ces choses-là. Mais il faut le normaliser en prenant des petites choses qui sont à bas risque, qui nous permettent juste de pratiquer. Mais j'entends dans ce que tu dis un mot que tu as prononcé qui était le courage. Et le courage, je pense que dans les équipes, quand on dit on veut être en équipe, ça commence par un peu de courage. Parce qu'il y a des gens qui seront en retrait, des gens qui sont introvertis, des gens extravertis, des gens qui prennent trop de place. Mais ça mérite pour les autres encore plus de courage et plus d'investissement. Petite remarque, je t'ai aussi entendu te parler de règles du jeu. T'as encore placé le mot jeu dans la conversation, hein, Oui. Stéphane? Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais je veux encore faire la nuance entre jeu, on va faire un outil, on va faire une activité d'apprentissage versus jouer 2-3 enfants qui se lancent un ballon. Je te taquine un peu, hein, Stéphane. Oui, non, je comprends. Mais la notion est importante parce que il y a une notion que si on se dit que c'est un jeu, on peut le prendre beaucoup plus aisément. Ça, c'est une de mes grosses leçons comme coach. Je peux être très sérieux ou si je vois mes interactions avec les gens comme un jeu, c'est comme, OK, on est retourné là. OK, on recommence. Puis, ça m'ouvre l'esprit, moi, de voir les choses comme ça, comme un jeu, comme une danse, comme un back and forth qu'on fait ensemble. Parce que des fois, dans un mode coaching, on se répète beaucoup, hein. Puis, quand j'invite les gens à jouer, ce que je réalise, c'est que souvent, parce que c'est littéralement des invitations que je fais à jouer, les gens, plus souvent qu'autrement, ils vont me dire oui parce qu'ils veulent pas jouer. On avait discuté tous les deux en 2022, justement, d'un atelier que je construisais à base de jeux, dont le titre est toujours d'ailleurs « Suis-je un équipier idéal ?» Et en général, quand je démarre la journée et que j'essaye d'expliquer pourquoi on va employer des jeux, la phrase qui marque le plus les esprits, c'est de dire « Quand on veut modifier le comportement d'un logiciel, avant de le mettre en production, on le met dans un environnement de test. Mais si c'est pas le comportement du logiciel qu'on veut changer, mais le comportement des individus, il est où l'environnement de test ? Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'employer le jeu comme environnement de test. Donc, on est bien d'accord, on ne veut pas progresser au jeu que je vais vous proposer, c'est pas ça le sujet. On ne joue pas au jeu. On utilise le jeu comme véhicule pour faire un test de ce qui pourrait se passer dans la vraie vie sur un sujet plus difficile à aborder. Et donc, c'est un peu l'équivalent de ta discussion sur le pourquoi tu es en retard au délit. Ici, on est dans un jeu, donc c'est pas ça qui est important, c'est comment on en parle qui est important et d'utiliser le jeu comme outil pour amorcer une base de discussion un peu différente que
le classique. Même si on dit l'histoire que je me raconte, ok, chacun se raconte son histoire, mais si derrière ça, chacun essaye de convaincre l'autre que son histoire est la vraie, et la seule vraie, bah, ça sert à rien de partager une histoire, en fait. Oui. Puis, pour faire un parallèle avec ce que tu dis, Eric, si quand tu le nommes aux gens, faisons quelque chose juste pour voir quel parallèle qu'on peut faire avec ce qu'on vit dans la vraie vie. Puis qu'on entame la conversation comme ça ou l'activité comme ça crée déjà autre chose. Je me rappelle, j'avais donné une formation de Scrum à une équipe il y a longtemps. Et puis, on faisait des sprints de 20 minutes. Puis là, ils me disaient, « Oh non, mais c'est de la pression, puis tout. Dans la vraie vie, ce sera jamais de même quand ça va être 2 semaines. » Oui. C'était le même chaos, le même bordel, le même non-sens quand on a commencé des sprints. Ils voulaient juste pas le voir. Des fois, les activités, c'est un microcosme qu'on crée. C'est pour ça que la qualité du débrief est importante. T'as une autre situation qui est finalement un jeu qui est devenu un outil, c'est le planning poker. Oui. Donc, moi, je le prends, je l'explique souvent comme, en fait, c'est jouer pour avoir une excuse à discuter. Exactement. C'est un peu un outil de gestion de dette conversationnelle. Parce qu'en gros, moi, je vais estimer une tâche à X, mon collègue à Y, ça nous force à discuter. Le but, c'est pas de trouver la vérité entre X ou Y, c'est juste comprendre qu'il y a un gap. Voilà, tacler cette discussion pour qu'elle n'existe plus, en fait. C'est ça. Pour s'aligner et puis avancer, quoi. Puis partager nos perspectives. Ouais. Et dans les perspectives qu'il y a la prise de conscience que je ne sais pas quelle valeur choisir et donc je suis confronté au courage de dire je ne sais pas. Alors que sinon, j'en aurais pas forcément conscience. Oui. Quand tu interviens dans ces sociétés, est-ce qu'il t'arrive d'arriver dans des situations où tu te rends compte qu'en fait, le problème, il est plus profond que la dette conversationnelle et que cette dette conversationnelle, elle vient surtout d'un ADN, d'une culture d'entreprise qui est problématique, d'une gouvernance qui est problématique? Est-ce que dans ce cas-là, tu peux agir? Quelles sont tes marges de manœuvre? Est-ce que ça arrive déjà? Ça arrive. Mais ce qu'il faut faire, c'est encore une fois en parler. C'est comment est-ce que tu ramènes ça à la surface? Moi, quand je parle de dette conversationnelle, là, je sais pas si vous avez remarqué ce que j'ai dit tantôt, mais c'est à propos des conversations qu'on n'a pas. L'absence. En anglais, j'appelle ça « the missing conversations ». Donc, des fois, il faut parler de l'existant, puis comment est-ce que l'existant est pas correct, ou des fois, avec des dirigeants, ce qui arrive, c'est les dirigeants sont un reflet de comment ils ont grandi dans l'entreprise, ou sont un reflet de tous les dirigeants que eux ont eu, ou tous les managers qu'ils ont eu à travers les années. Et puis, leur style de gestion, ça ressemble à ça. Mais des fois, il faut être capable d'avoir cette conversation-là, puis d'aborder. Est-ce que tu remarques, Michel, ce qui se passe quand tu dis ça? Quand tu fais ça? Est-ce que tu vois ce qui se passe? La prise de conscience d'abord, quoi. Oui. Ou de faire nommer des choses. Moi, c'est ce que je montre le plus souvent aux équipes, c'est comment nommer ce qui se passe dans une rencontre. Quand une rencontre dérape, ça m'arrive avec certains clients de dire, OK, avez-vous remarqué que quand Pierre-Emmanuel a dit, Eric a réagi comme ça, et puis là, ça a causé Norman à réagir aussi. Maintenant, si Pierre-Emmanuel avait dit ça à la place, puis là, je change un peu les mots de Pierre-Emmanuel, est-ce qu'on peut recommencer la conversation? Je vois 2 points communs entre toi et Eric de Cosso. Vous faites la même chose, les gars. Bon, on était des âmes sœurs. On s'est appréciés. Ouais, ça se sent, ça se sent. Je vois les sourires qui se sont pointés en même temps sur les 2 visages des 2 côtés. Les auditeurs ne le savent pas, mais on a les caméras, nous, en plus. T'as pointé le langage. Je t'ai soufflé ça dans la conversation qu'on a eue sur LinkedIn, mais Eric utilise souvent l'histoire que je me raconte, c'est 3 petits points. Déjà, rien qu'avoir quelqu'un qui commence à dire les choses, à commencer ses phrases comme ça, c'est une première étape d'accepter qu'il y a une couche entre ce qui se passe et ce que je ressens, et que donc forcément je suis influencé par la couche qui est traversée, et que cette couche n'est pas la même pour tout le monde. Donc après, est-ce qu'on arrive à accepter les histoires des autres? C'est un deuxième point, mais si déjà dans un premier temps, on arrive à se dire je suis influencé par la manière dont je perçois et dont je ressens les choses, tiens, revoilà les émotions qui reviennent et le ressenti qui revient. Tant qu'on ne fait pas ça, c'est difficile d'avancer. Je vais juste réagir, parce que je vais donner un petit exemple interne. Je pense que c'était hier. Michel et moi, on prépare la salle, ou il y a 2 jours, je pense. On préparait la salle pour la formation. Je passe à côté de lui et je lui dis, tiens, ça prend quand même 1 heure. Et donc, Michel, qui est quelqu'un qui est hyper réactif, me dit comment je peux faire, je suis désolé. Il se confondait en excuses, alors que je venais juste dire ça prend 1 heure, quoi. Donc c'est quand même conséquent, indépendamment que Michel ou pas soit là. Et donc il commence à partir dans un discours et je dis Michel, qu'est-ce que je t'ai dit? Ok. Et donc comment cette phrase
comment elle résonne en toi, en fait. Ouais. Et pourquoi tu en viens à t'excuser, à prendre ça pour toi, t'es le seul responsable. Et en fait, c'était juste un constat, en fait. Donc voilà, je voulais juste illustrer ça. Ça nous arrive au quotidien. On a parlé de la dette conversationnelle. On a dit où tu étais, où tu interviens. On a bien compris comment tu fonctionnes. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire d'autre par rapport à ce premier sujet? Par rapport à la dette conversationnelle, ce que j'aurais envie de vous dire, ça va être aussi difficile de passer au travers qu'on choisit que ça va l'être. Si on choisit que toutes les conversations doivent être pénibles, ben toutes les conversations vont être pénibles. Si on choisit qu'on peut se laisser une chance, communiquer ensemble, puis se permettre les uns des autres d'être maladroits, puis de pas réagir à quand quelqu'un dit quelque chose de maladroit, ça va avancer beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça que le choix d'être une équipe, c'est vraiment le point le plus important. Ça semble de base, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. C'est intéressant ce que tu dis. Et il y a ce côté en entreprise aussi où c'est cette image que parfois en tant que parent, on doit renvoyer à l'enfant. On doit être parfait, on n'a pas le droit à l'erreur. En fait, l'erreur est la bienvenue. Moi, quand je fais des podcasts avec des entrepreneurs qui viennent à mon micro, je crois que j'en ai reçu 500. Les 500 m'ont dit ma plus belle leçon de vie, c'était les erreurs que j'ai commises. Et donc, d'un côté, on nous dit que les erreurs nous apprennent et nous font évoluer et nous font gagner. Mais d'un autre côté, en entreprise, parfois, l'erreur, elle n'est, en tout cas dans certaines entreprises, pas acceptable. Commence-moi pas sur ce sujet-là. Moi, quand ça vient aux erreurs, je dis souvent aux gens, il faut pas donner le droit à l'erreur aux gens en entreprise. C'est une fausse croyance. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on met tellement l'emphase sur l'erreur qu'il y a des erreurs qui sont plus graves que d'autres. Ils ont des erreurs qui sont plus punissables que d'autres. Donc, si on met l'emphase continuellement sur le droit d'erreur en entreprise, le jour où on a besoin de congédier quelqu'un parce que l'erreur était excessivement grave, ce que le système va penser dans son ensemble, c'est, tu vois, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur parce que telle personne s'est fait congédier. Ça, c'est l'autre extrême. Hein? Oui, donc moi, ce que je crois beaucoup plus, c'est de mettre en face sur qu'est-ce qu'on apprend. Michel, t'essayes de faire ça. Qu'est-ce que t'essayes d'apprendre en faisant ça? Qu'est-ce que t'as appris en faisant ça? Ouais. Puis après, quand on parle d'erreur, c'est un sujet à part. Puis on peut décider de la gravité de l'erreur, mais en parlant, mettant plus l'emphase sur les apprentissages, ça devient beaucoup plus sain au final. Tu es revenu en fait sur le thème principal de l'intention. Hein. Tu as demandé de clarifier l'intention au final. Ça m'invite à réagir justement parce qu'on a échangé sur LinkedIn sur justement une de tes vidéos, le droit à l'erreur. Pour moi, je fais vraiment la grosse différence entre l'erreur où d'emblée, tu sais, il y a de fortes chances que ça échoue, ou pour moi là, c'est une vraie erreur, de l'expérimentation où là, tu as un degré inconnu de succès et d'erreur. Donc, et en effet, c'est « mais tu le fais pourquoi ?» Juste pour le fun d'essayer ou tu as vraiment une intention d'apprendre quelque chose. Donc, je vous invite au passage, justement, donc Stéphane Surdek a, sur sa page LinkedIn, une série de vidéos, donc c'est super intéressant, c'est des petits topics comme ça. Donc, allez voir le LinkedIn de Stéphane. Ok, Stéphane, je crois que tu vas te faire spammer d'invitations sur LinkedIn après la publication de ce podcast. J'espère. Tu es prévenu à bon entendeur. Alors, avant de clôturer cette interview, pourquoi tu es passé de ton statut à dire je vais accompagner les gens dans ces sujets? Qu'est-ce qui a fait le switch vers l'agilité depuis ton premier métier, rapidement? Un peu comme je disais tout à l'heure, c'était beaucoup d'histoires de la roue technologique. C'était rendu difficile à un moment donné d'essayer de me trouver un emploi parce que quand j'appliquais quelque part, les gens disaient t'as pas telle technologie, je pouvais l'apprendre. C'est pas que j'étais incompétent, mais les gens, si c'était pas écrit, à un moment donné, j'ai dit OK, je veux plus faire ça. Je veux plus vivre ce genre de choses-là. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que à un moment donné dans ma carrière, il y a un tournant naturel qui s'est fait où je travaillais avec des équipes qui étaient distribuées, puis c'était moi qui étais la colle, qui rendait les gens plus efficaces pour parler ensemble, pour travailler ensemble, pour communiquer. Et puis, je me rappelle, il y a une compagnie en particulier qu'il y avait beaucoup de conflits entre nous puis une équipe avec qui on travaillait au Colorado. Et puis, c'était moi qui étais la personne qui montrer à mon équipe comment gérer ça pour pas avoir autant de conflits, puis pour se faire des alliés là-bas. Donc, j'ai commencé par ce genre d'intervention-là. Et puis, quand j'ai quitté le monde technique, j'ai travaillé beaucoup dans le monde UX pendant un bout, de la conception d'interface utilisateur, ce genre de choses-là. Fait que ça m'a mis en position de coordination aussi. Mais j'utilisais ça plus pour faire de la transition. Quand je me suis lancé en coaching, c'était dans le monde de Pixis, justement, autour de 2010. Et puis, j'ai fait du coaching d'équipe pendant longtemps, du coaching de Scrum Master, du coaching juste d'équipe, point en général. Et puis, au début, moi, par rapport à la dette conversationnelle, si je le ramène à ça, mon gros point de dette conversationnelle, c'est que j'avais pas tout le temps le courage
de parler à certaines personnes dans des équipes de direction, puis de dire ce qui avait besoin d'être dit. Donc, moi, ma façon de l'éviter, c'est que je m'appuyais sur un de mes collègues, puis, vu que mon collègue, c'était de coach organisationnel, c'était son travail, c'était pas le mien. Donc, c'était correct que je lui demande de le faire. Mais, à un moment donné, cette personne-là est partie. Quand cette personne-là est partie, les autres membres de l'équipe de Pyxis qui étaient là avec moi, c'est vers moi qu'ils se retournaient pour avoir ces conversations-là. Donc, ça m'a forcé à me sortir de ma zone de confort. Puis, moi, ce qui m'a vraiment aidé à me transformer comme personne, c'est quand j'ai fait un cours de coaching en développement intégral que Pierre-Emmanuel et Norman connaissent sans doute avec Convivium. Quand j'ai fait cette formation-là, moi, ça a chamboulé ma vie. Ça m'a changé comme personne, ça m'a transformé vraiment très profondément comme personne, puis ça m'a montré ma capacité d'être avec les gens, d'aider les gens à grandir, d'aider les gens à voir autre chose dans leur vie. Et ça a été beaucoup plus loin que ça, puisque ça t'a poussé à écrire un ouvrage. Oui, ça donne que j'en ai un à côté de moi. J'y avais pas passé pour l'émission, mais ça, c'est un livre que j'ai publié l'année dernière, The Way of the Co-Creative Leader. Disponible sur Amazon, j'imagine? Disponible sur Amazon. Est-ce que tu as une version francophone? Non, il n'y a pas une version francophone dans le moment, mais mon intention, c'est quand je vais faire une version audio, je vais probablement faire une version audio en français aussi. Cool. Alors Stéphane, on va clôturer tout doucement cette interview. Je suis un peu frustré parce qu'on avait au départ dit qu'on allait parler de 2 sujets. Le temps passe, c'est cool, on est des passionnés. On va donc te réinviter pour une 2e capsule. Par contre, avant qu'on se quitte et que le prochain épisode arrive, on va déjà laisser aux premiers auditeurs et auditrices une opportunité de te contacter. Tu as dit que tu as le profil LinkedIn sur lequel tu risques d'avoir des invitations. Tu as un site internet? Oui, mon site internet est surdek.com, surdek.com. Et puis, si vous voulez lire toutes sortes d'articles sur le leadership, je vous invite à aller voir sur le blog de la compagnie. On a près de 200 articles, vidéos, podcasts, entrevues que j'ai fait, que j'ai participé, que j'ai créé au travers des années. Et puis, c'est ça qui a servi de fondation pour le livre. Je partage sur LinkedIn des vidéos. J'ai une infolettre sur LinkedIn que je publie à chaque 2 semaines. Avec tes interventions. Je parle de différentes façons de grandir comme leader co-créatif. Super. En tout cas, moi, je voulais te remercier, Stéphane, de nous avoir consacré ton temps. Il y a le décalage horaire. Ça, c'est aussi une chose que les auditeurs et auditrices en dehors de l'image ne voient pas non plus. C'est que parfois, on doit s'aligner sur les horaires pour faire un enregistrement de podcast à distance comme ça. Tu veux dire qu'il a l'air fatigué? Non, moi, je dis me lever tôt. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude ce matin pour m'assurer d'être prêt, mais ça me fait plaisir d'être avec vous. Voilà. On va se quitter sans dette conversationnelle et on va se retrouver dans le prochain épisode pour le 2e sujet. Merci Stéphane, merci Pierre-Emmanuel. Merci à tous. Merci à tous. Merci Norman. Merci. Et merci Eric. À bientôt. Stéphane, il y a un truc qui est très sympa dans notre podcast. Les auditeurs et auditrices, dans le texte du podcast descriptif, ils ont un lien. Et s'ils cliquent sur ce lien, ils vont arriver sur une page internet avec un bouton pour s'enregistrer en message vocal. Ils peuvent te laisser un message vocal avec un commentaire, une question, une remarque. Et s'ils nous disent qu'on peut le partager sur les réseaux, ce sera mis en commentaire de ton podcast quand on publie. S'ils ne nous disent rien, on te l'envoie en direct et tu pourras répondre par le même canal. Donc, tu auras un podcast interactif. Ah, merci. Si je peux me permettre, je trouve que nos auditeurs sont très frileux à l'utiliser. Oui. Ils ont peur. Donc, Stéphane, est-ce que tu pourrais lancer un challenge en posant une question à laquelle ils pourraient répondre? C'est une bonne idée, ça. Ce que j'aimerais entendre des auditeurs, c'est que j'aimerais entendre le point de dette conversationnelle qui revient le plus souvent pour vous. Et que ce soit avec votre conjoint, votre conjointe, que ce soit au travail, parce que la dette conversationnelle, c'est partout dans nos vies. Je veux entendre c'est quoi votre point de dette conversationnelle qui revient le plus souvent. Et on vous souhaite à tous et à toutes une belle continuation. Et à très bientôt. Au revoir.